Alors bonsoir, bonjour, merci d'être présent aujourd'hui pour ce second temps de cette journée consacrée à des réflexions sur la guerre, suite à Écrire la guerre, le premier temps de cette journée. Aujourd'hui et maintenant, on va donc s'intéresser à cette question de vivre en temps de guerre avec nos deux invités que j'ai la chance d'accueillir. Marilyn Maezo, qui est donc philosophe et enseignante, spécialiste de Camus, auquel vous avez consacré un abécédaire paru en 2020. Et dans les pas duquel vous défendez l'exercice de la nuance et du dialogue, plutôt que de la polémique, dans le débat public. Vous en avez fait la preuve dans Les Conspirateurs du silence, paru en 2018. Toujours aux éditions de l'Observatoire, vous avez fait paraître Les lendemains qui chantent, sur une réflexion d'après-Covid. Et plus récemment, La petite fabrique de l'inhumain, qui se présente comme une relecture de La peste, dans laquelle vous essayez de dégonfler et à la fois de rendre plus maniable le concept d'humanité et d'inhumanité. C'est cet exercice d'enrichissement des concepts que Frédéric Gros vous faites également au sujet de la guerre. Vous êtes enseignant, professeur de pensée politique à Sciences Po, Paris, chercheur au CEVIPOF, au Centre de recherche politique de Sciences Po. Vous êtes également un spécialiste de Foucault, auquel vous êtes intéressé et dans les pas duquel vous avez poursuivi la réflexion à propos de la sécurité, notamment dans nos démocraties contemporaines, avec un ouvrage intitulé Le principe de sécurité, paru chez Gallimard en 2012. Et ensuite, vous êtes intéressé également au mouvement de résistance à travers un ouvrage intitulé Désobéir, paru chez Albin Michel en 2017. Plus récemment, c'est à la honte sur la honte que vous avez écrit comme sentiment révolutionnaire qui nous fait agir. Mais c'est aujourd'hui donc à la guerre qu'on va s'intéresser et dont on va parler. Vous en avez prophétisé la fin dans un essai qui essayait de démontrer que la fin de la guerre se faisait au profit de formes d'état de violence. Nous allons peut-être y venir avec cette première question, finalement, qui permet de définir un petit peu les termes du débat qu'on va engager maintenant, à savoir que la guerre se fait maintenant au profit d'interventions diffuses, d'états de violence, et on a l'impression qu'avec cette guerre en Ukraine, on retrouve une forme plus archaïque ou plus classique de la guerre. Alors voilà, à quel état sommes-nous aujourd'hui de cette conception de la guerre ? Merci pour cette question, je ne sais pas, mais en tout cas, merci pour l'invitation et bonjour à toutes et à tous. Quand je dis je ne sais pas, merci pour cette question, parce que c'est vrai qu'elle est très lourde à porter, qu'elle est très importante. Ce qui est sûr, c'est qu'il faudrait essayer de réinscrire ce qu'on appelle la guerre d'Ukraine, le conflit ukrainien, dans l'histoire, mettons, post-45. Après la Deuxième Guerre mondiale, d'une certaine manière, un certain style de guerre, sur l'espace européen en tout cas, est devenu à la fois, on pourrait dire, à la fois interdit et impossible. Interdit parce qu'on a constitué ce qu'on appelle l'ONU avec toutes les limites que ça a, mais avec pour objectif quand même d'empêcher la guerre, c'est-à-dire d'empêcher, quand on parle de définition classique de la guerre, l'idée que la guerre, c'est un mode de règlement d'un différend entre les États. Quand on a à régler des différends entre individus, eh ben, on se sert de la justice. Et pendant très longtemps, ce qu'on a dit, c'est que le problème, c'est qu'il manquait quelque chose au-dessus des États, qui s'appellerait justement une justice internationale. Ça n'existait pas. Et donc, comment est-ce qu'on règle les problèmes ? Eh ben, on les règle par la guerre. Et puis, c'est devenu aussi impossible parce que l'apparition du feu nucléaire faisait qu'effectivement, on s'est dit que deux grandes puissances nucléaires qui se feraient la guerre, si vous voulez, ça deviendrait une espèce d'apocalypse fou, quoi. Bon. Et dans l'après-guerre, donc, c'est vrai que ces formes classiques de la guerre, qui sont des guerres territoriales, ont eu plutôt tendance à disparaître, d'accord, à s'effacer, même s'il y en a eu. Hein. Bon, alors,
terrible, hein. Irak-Iran, ça a duré quand même des années et des années. Alors, et des choses presque plus anecdotiques comme la guerre des Malouines qui opposait l'Argentine. Bon, donc il y a eu des guerres comme ça, mais c'est vrai que ça a eu tendance à s'effacer au profit d'autres styles. Le premier style, il a été défini par ce qu'on appelle la guerre froide. Donc il y avait ce qu'on appelait des guerres par procuration, c'est-à-dire qu'on faisait la guerre, mais au fond, le camp soviétique soutenait telle faction, le camp américain soutenait telle autre, et on se faisait la guerre, mais pas de manière directe, hein, seulement par procuration. Il y a eu ensuite, après la chute du mur, ce qu'on appelait la guerre globale, c'est-à-dire que là, on était en présence, alors ça n'a pas complètement fini, de ce qu'on appelle des actes terroristes, une guerre globale déclarée contre les terroristes, où les puissances occidentales pouvaient faire des interventions dans des États qui étaient suspectés de favoriser justement ces groupes, ces réseaux djihadistes, de former, d'entraîner des combattants. Bon, ça c'était la deuxième. Et puis, il y a eu un troisième style de guerre qui s'est laissé apercevoir après l'intervention américaine en Irak et puis aussi après, dans la suite des mouvements révolutionnaires, des révoltes des pays arabes en Libye, en Syrie, même au Yémen ensuite, qui sont ce que j'appelle des guerres de chaotisation, c'est-à-dire des guerres où effectivement se jouent à la fois des formes très, très élémentaires de prédation et une violence en même temps très, très mystique. C'est-à-dire très millénariste, d'où l'épisode évidemment de l'État islamique, c'est-à-dire où la violence apparaissait à la fois comme purificatrice, c'est-à-dire l'idée qu'on allait par la violence renverser l'histoire, purifier l'humanité d'un certain nombre d'éléments mécréants, etc. Donc quelque chose de très très mystique, et en même temps des formes très élémentaires où il s'agissait de dire si tu veux la sécurité, moi j'ai une arme, tu n'en as pas, donc achète ma sécurité en me donnant ça. Voilà, avec le développement des milices et ce paysage-là définissent ce que j'appelle les guerres de chaotisation, c'est-à-dire où la guerre n'est plus faite pour la paix. Jusque-là, on faisait la guerre pour obtenir une paix. Là, si vous voulez, on a des guerres dans lesquelles vous avez des profiteurs de guerre, parce que la guerre peut profiter. Et c'est vrai que le conflit en Ukraine a cette spécificité, d'une part, qui peut avoir certains éléments de ces trois styles, parce qu'évidemment, guerre froide, on a quand même une opposition, Joe Biden, Vladimir Poutine, ça rappelle quand même un peu des souvenirs, la Russie contre les États-Unis. Et puis, il peut y avoir aussi des éléments mystiques dans l'idée qu'effectivement, c'est une guerre qui doit restaurer quelque chose de la grandeur de l'Empire russe. Mais quand même, je trouve que, et c'est pour ça qu'on a tant parlé au moment du déclenchement de cette guerre, du retour de la guerre, parce qu'on pouvait se dire, vous êtes bien gentil, retour de la guerre sur le sol européen, mais enfin, et la Yougoslavie, et ceci et cela, mais parce qu'on y retrouvait une espèce de vieux cadre. Il y avait des images qui étaient l'avancée sur les routes d'un certain nombre de tanks, les civils qui fuyaient, les hommes qui restaient pour combattre, les mains qui s'agitaient, les mains d'enfants dans les trains, qui réveillaient un imaginaire presque, en tout cas, de la guerre, qui est celle de la guerre classique, c'est-à-dire territoriale, où il s'agit d'une guerre pour assurer sa mainmise sur un certain nombre de territoires, et donc il y a un côté très, très classique pour ça. Peut-être Marilyn Maezot, sur ce plan-là, on voit qu'on commence à découvrir les atrocités qui se sont produites en Ukraine. On commence à parler de crimes contre l'humanité. Est-ce que c'est selon vous un usage correct ? Est-ce que c'est un crime contre l'humanité ? Ça, c'est un débat qui revient régulièrement dès qu'il y a des exactions qui sont commises quelque part. Et c'est un débat, en fait, qui a beaucoup à voir, à mon sens,
avec l'histoire même du concept de crime contre l'humanité, l'histoire de sa création, les circonstances de sa création, qui sont quand même très particulières. Je ne vais pas vous faire toute l'histoire, mais petit rappel historique essentiel, la notion de crime contre l'humanité. Alors attention, il faut distinguer la notion de la chose. L'idée de l'idée générale, l'idée d'un crime contre l'humanité ou d'un crime de lèse-humanité, on l'a trouvé déjà il y a des siècles dans certains textes, notamment à partir du XVIIIe siècle, il y a des allusions au crime de lèse-humanité, donc c'est relativement ancien. Par contre, le concept juridique inscrit dans des textes de loi de crime contre l'humanité, ça renvoie au contexte du tribunal de Nuremberg. C'est le moment où on s'est rendu compte qu'avait été commis un crime d'un genre, j'ai envie de dire d'un genre nouveau, mais en réalité, il y avait déjà des crimes en fait qui avaient été commis comme ça, mais c'était pas sur le sol européen et on ne les avait pas pensés en ces termes-là. Il y avait déjà eu des génocides avant 45, mais on n'avait pas encore pensé à créer un terme pour englober ce type de crime. Donc il y a eu le génocide des Juifs et la question a été, on n'a pas de loi en fait pour traiter ça parce qu'il n'existait pas un droit international qui permette de juger un pays qui se retourne contre sa propre population. Ça n'existait pas, parce qu'il y avait un principe, disons, dans les relations internationales, qui est le principe de non-ingérence. Et quand il y a le principe de non-ingérence, ça veut dire qu'on ne peut pas débarquer sur un État et le juger pour quoi que ce soit. Comment on fait pour juger un État qui se retourne contre sa propre population, ou une partie de sa population, en l'occurrence, puisque les Juifs ont certes été récupérés un petit peu partout, mais ils ont été récupérés notamment en Pologne, qui avait été annexée, ils ont été récupérés en Allemagne, donc il y avait ça à juger, on ne savait pas comment faire. Donc, il fallait trouver une notion, il fallait trouver une solution pour pouvoir juger, ce qui en même temps ne pouvait pas rester impuni. C'est Hannah Arendt qui le dit, à la fois on n'avait pas ce qu'il fallait pour le juger, et on sentait qu'on ne pouvait pas laisser ça impuni. Et on a forgé la notion, qui est devenue ensuite un concept juridique, de crime contre l'humanité. Mais au moment où elle a été forgée, cette notion, elle était très vague. Les critères, comment on fait pour savoir ce qu'est un crime contre l'humanité. Et en fait, on s'en faisait une idée assez précise, c'était le génocide. Voilà, le génocide, c'était le modèle même du crime contre l'humanité. Depuis, ça a été élaboré, précisé, élargi à d'autres types de crimes, l'apartheid, après ce qui s'est passé en Afrique du Sud, les déplacements de population communs dans les guerres, les viols de guerre, etc. Donc, je ne fais pas toute la liste. Et la question qui peut se poser, c'est à partir du moment où vraiment ça a été théorisé, précisé, on a commencé à donner des éléments définitionnels, des caractéristiques indispensables pour pouvoir déterminer ce qui est ou non un crime contre l'humanité, parce que la question s'est posée, bon, vous avez créé ce concept, il y a d'autres phénomènes qui semblent tomber sous le coup de cette notion, comment on fait pour savoir si c'est le cas ou pas? Il y a eu plusieurs critères qui ont été avancés, et les critères qui demeurent aujourd'hui dans la définition communément admise, qui est celle du traité de Rome, c'est le critère de généralité, et le critère, disons, de préméditation, organisation. Il faut que ce soit un crime qui a une dimension générale en fait dans son ampleur, qui est une ampleur particulière, et en même temps qui a une dimension de préméditation dans la volonté de commettre ce crime. Et la question qui se pose, moi c'est la question d'ailleurs que je me pose et je suis en train de travailler là-dessus, c'est d'accord, mais je vois pas vraiment le lien entre la notion de crime contre l'humanité, l'idée de tuer l'humanité, et la question par exemple de la généralité. En quoi, on en parlait tout à l'heure d'ailleurs, le fait par exemple, si on parle de génocide, d'assassiner 6 millions de juifs parce qu'ils sont juifs et d'assassiner une personne juive parce qu'elle est juive, c'est un crime contre l'humanité quand ils sont 6 millions, mais pas quand c'est une seule. En quoi on n'attente pas plus à l'idée d'une humanité commune quand on tue quelqu'un pour ce qu'elle est que quand on tue 6 millions de personnes pour ce qu'elles sont. Si c'est une question de quantité, à partir de combien on met le curseur? 6 millions, est-ce que ça marche au bout d'un million? C'est complètement arbitraire. Donc on se rend compte qu'il y a un angle mort en fait dans sa définition. Et à mon sens, c'est qu'une hypothèse pour le moment, mais je travaille dessus, je pense que cet angle mort est l'une des raisons pour lesquelles on a ce genre de débat qui est en train de ressurgir avec l'Ukraine, qui est est-ce que c'est un crime contre l'humanité? Il y a eu le même il n'y a pas très longtemps avec les Ouïghours. Est-ce que ce qui se passe avec les Ouïghours en Chine, c'est un crime contre l'humanité? Est-ce que c'est un génocide? Et c'est pas simplement des débats, c'est des polémiques extrêmement houleuses sur vous instrumentalisez l'histoire. Si on commence à appeler n'importe quoi un crime contre l'humanité, on va pas s'en sortir et on va détourner la notion et donc banaliser les vrais crimes contre l'humanité. Il y a ce genre de débats en fait qui ont lieu. Et je pense que la raison justement, c'est que cette notion, elle n'a pas été forgée dans un sens, dans une optique rigoureuse de on va fabriquer un droit durable de manière à pouvoir juger. Elle a été fabriquée dans l'urgence et la fonction qu'elle a remplie à l'époque, c'était une fonction essentiellement symbolique. On a un crime horrible sous les yeux, il faut trouver un terme suffisamment fort symboliquement
pour incarner en fait la gravité de ce qui s'est passé, crime contre l'humanité. Et c'est ensuite, a posteriori, qu'on a cherché des arguments pour justifier le choix de cette appellation. Donc quand on me pose la question, justement, tout ça pour expliquer pourquoi ça pose un problème, est-ce que c'est ou pas un crime contre l'humanité, si ce que vous entendez par là, c'est est-ce que les crimes qui ont lieu actuellement en Ukraine correspondent à la définition globalement admise telle qu'elle est énoncée dans le traité de Rome. Ce qui ressort pour le moment des enquêtes qui ont lieu sur place, des vidéos qu'on a reçues, des photographies, des témoignages, etc. Il y a très clairement des crimes qui ont eu lieu qui sont dans la liste des types de crimes qui suit l'article du traité de Rome qui définit le crime contre l'humanité. La dimension de généralité, d'organisation, elle est évidente, hein, puisque c'est une guerre, on arrive sur un territoire, on veut annexer le territoire, donc forcément ça implique l'ensemble de la population, et tout ce qui relève de la torture, des viols, des meurtres, des déplacements de population, aussi tous les éléments, parce que ça s'est précisé avec le temps, qui cherchent à effacer l'identité d'une population, mais qui ne sont pas forcément des éléments physiques. Par exemple, on sait que dans les zones occupées, les Russes sont en train d'essayer de remplacer les livres d'histoire par le curriculum russe, pour effacer justement l'histoire ukrainienne, en réécrivant l'histoire de ce que la Russie a fait en Crimée en 2014, par exemple. Et il y a un article qui est sorti il n'y a pas très longtemps dans la BBC qui parlait de ça, qui disait que les Ukrainiens sont en train de se rendre compte que on veut imposer le russe, ils ont interdiction de parler ukrainien, le drapeau russe a remplacé sur la devanture de l'école le drapeau ukrainien. On veut changer l'histoire, on veut effacer. Ils ont expliqué qu'il y avait par exemple une zone qui s'appelait, alors je vais la prononcer horriblement parce que je parle pas du tout, mais Kiev russe. En fait, c'est en 2 mots. Ça veut dire en gros petite Russie de Kiev. C'est un mot qui mélange les deux, qui marque en fait à la fois l'influence russe et l'influence ukrainienne. Dans les livres d'histoire, ils ont supprimé Kiev, ils ont laissé juste russe. Ils ont effacé jusqu'au nom même du pays, parce que c'est quoi l'idée derrière? S'il y a plus de mention de ce pays dans les livres d'histoire, s'il n'y a plus les symboles de ce pays tout autour, si on parle plus la langue du pays, et si à l'école on efface jusqu'au souvenir dans l'esprit des enfants de l'existence de ce pays, de sa culture, de ses traditions, alors ce pays n'a jamais existé et l'annexion est complétée en fait. Il n'y a pas eu d'annexion parce que l'Ukraine a toujours été une partie de la Russie. Ça, c'est aussi quelque chose dont les juristes et les chercheurs qui ont travaillé sur le crime contre l'humanité ont pris conscience, c'est qu'ils ont inclus justement dans la liste potentielle de ce qui peut en composer. Donc la réponse simple, j'ai envie de dire oui. Là, si ce qu'on est en train d'apprendre se vérifie, il y a des crimes qui ont été commis qui sont des crimes contre l'humanité et des crimes de guerre, puisque c'est un contexte de guerre. Cependant, je me suis permis quand même de faire cette petite nuance de la raison pour laquelle on a un débat, alors que ça devrait être évident quand vous avez des enfants qui se font violer dans un contexte de guerre où c'est l'assaillant qui fait ça, c'est un crime contre l'humanité. Et en même temps, pourquoi ça peut faire objet de débat? Pourquoi il y a des gens qui peuvent quand même, on peut avoir l'impression, pinailler sur la terminologie? Parce que historiquement, c'est une notion qui a été politique avant d'être épistémologique. Elle a servi à prendre position et à marquer les esprits avant de servir à vraiment définir précisément une réalité. Pour finir sur ces questions de terminologie, il y a un paradoxe qui est que l'Europe n'est pas en guerre contre la Russie et néanmoins le mot guerre apparaît depuis 1 ou 2 ans chez nous. Nous sommes en guerre, on l'a entendu beaucoup. Alors est-ce que c'est un dévoiement de la notion, Frédéric Gros ? Alors c'est sûr qu'on a des problèmes depuis 1945 justement avec ce terme de guerre, puisque officiellement voilà, elle devrait être interdite, on ne devrait plus en tant que nation majeure, civilisée, etc., entrer en guerre. Et je ferai remarquer que si vous prenez l'intervention américaine en Irak, ou même auparavant au Koweït, si vous prenez l'intervention ensuite même de l'OTAN avec les Américains au Kosovo, si vous prenez ensuite l'intervention française ou aussi européenne en Libye, on n'a jamais parlé de guerre, on parlait d'intervention. Voilà, qui est un terme curieux parce que intervention, ce qui intervient, c'est quoi? C'est un vocabulaire un peu technique et médical, l'intervention. Hein, c'est-à-dire qu'on répare quelque chose qui va pas. Donc cette difficulté à parler de la guerre, c'est pas la première fois
c'est pas la première fois qu'on la ressent. Et d'ailleurs, dans son allocution, Poutine, mais vous le savez comme moi, hein, refusait de parler de guerre. Il parlait d'opération militaire spéciale. On n'avait pas le droit, ça faisait partie de la propagande, d'employer ce mot. Donc c'est vrai qu'il y a ces espèces de cache-sexe un peu hypocrites comme ça au terme de guerre. Bon, ensuite, mais c'est un deuxième aspect de votre question, c'est vrai que le choc, la sidération, l'effroi qui ont pu nous saisir au mois de février et mars de 2022, c'est-à-dire qu'au moment où effectivement ces violences collectives qui signifiaient l'invasion, la destruction, le départ en exil de femmes, d'enfants, etc., ont fait qu'à un moment on s'est dit cette fois c'est vraiment la guerre. Et ce c'est vraiment la guerre était lié à une espèce de sérieux qui était le fait que qu'il y avait des pertes humaines, que des gens pouvaient mourir parce que des missiles avaient été projetés sur des immeubles, qu'on comptait des blessés. C'est vraiment la guerre, c'est ça. Et du coup, ça relativisait, ou en tout cas, ça affadissait notre usage très intensif du mot de guerre, où on n'arrêtait pas de parler de guerre entre générations, de guerre entre sexes, de guerre économique, de guerre psychologique, etc. Et dans le c'est vraiment la guerre, on retrouvait l'unité d'un sens qui est, bah ça y est, et voilà, un État en envahit un autre en choisissant évidemment non pas la négociation du si, là c'est peut-être à moi l'Est, le Donbass, etc., mais en choisissant la voie de la violence la plus effroyable et qui causait des morts avec, oui, voilà, avec des invasions de territoire et puis des exactions. Donc ça, c'est pour la première chose. Deuxième, pour revenir juste, voilà, je voudrais revenir sur ce terme dont je voudrais souligner quand même, parce qu'on l'emploie tellement que ça peut paraître complètement évident, le terme de crime de guerre. Parce qu'en même temps, on peut se dire, mais enfin, crime de guerre, sauf que quand on est à la guerre, si vous voulez, il s'agit quand même de tuer l'ennemi, ou en tout cas de le neutraliser. Et d'une certaine manière, quand un soldat en tue un autre, on n'a pas l'habitude de parler d'assassinat ou de crime. C'est-à-dire que même si on a l'espèce de loi, tu ne tueras point, etc., il y a quand même un lieu que l'humanité a constitué, une espèce de segment historico-culturel où non seulement on a le droit de tuer l'autre, mais même ça peut être un devoir et ça peut être héroïque, c'est vraiment la guerre. Sauf que, et c'est ça toute la difficulté où on essaye de retrouver ça, sauf que la guerre a été constituée comme ce lieu de violence où chacun tue l'autre, mais on ne tue pas n'importe qui, on ne tue pas n'importe comment, on ne tue pas n'importe quand. Et ça, c'est ce qu'on appelle la guerre. C'est-à-dire la guerre, c'est, comme on dit, c'est un dispositif de violence réciproque, de violence réciproque, mais dans lequel on suit un certain nombre de règles. Et si on ne suit pas ces règles, eh ben, ça devient précisément, ça devient des crimes. Et les règles, bon, bah, c'est toutes les conventions de Genève. Hein. C'est par exemple ne pas tuer un ennemi désarmé. Dès qu'il a plus d'armes, on n'a plus le droit de le tuer. C'est de ne pas viser les populations civiles innocentes. Le terme latin derrière, c'est non nocentes innocents, ça veut dire qu'ils sont pas nocives. Ne pas respecter les trêves, respecter le personnel diplomatique. Enfin, il y en a des listes comme ça qui font qu'on peut parler de crimes de guerre. Pourquoi ? Parce que la guerre est je me répète, un dispositif de violence, mais qui suit quand même, qui devrait suivre certaines règles. En tout cas, c'est peut-être la seule manière dont la guerre essaye elle-même de pas de s'innocenter, mais de se donner une belle figure. Mais l'idée, c'est ça, c'est que quand même, c'est pas des crimes, sauf si on tue d'une certaine manière à certains moments, etc. Marilyn Maezot, à la fois on n'est pas en guerre, l'OTAN n'est pas en guerre contre la Russie, en même temps nous on est les spectateurs de ces atrocités.
On entend parler beaucoup, je posais la question à Frédéric Gros, du fait qu'on est en guerre économique, en guerre énergétique. Alors, sommes-nous en guerre ou pas? Qu'en pensez-vous? Je trouve que c'est une excellente question. De toute façon, la question du vocabulaire, globalement, des mots qu'on emploie est tellement importante. Pour rebondir sur ce que disait Frédéric, je pense qu'il ne faut pas sous-estimer justement cette manière dont on euphémise et dont on a euphémisé pendant des siècles des événements dont on a ensuite compris qu'ils ne pouvaient être qualifiés autrement que comme étant des guerres. Vous en avez cité un certain nombre. Je pense aussi à la guerre d'Algérie qui n'a pas dit son nom jusqu'à très tard, les années 90 vraiment, pour commencer à parler publiquement et officiellement de guerre d'Algérie. Pourquoi ? Parce que appeler les choses par leur nom, hein, dirait Camus, c'est rendre la chose réelle. Tant que la chose n'a pas été nommée, elle n'existe pas totalement ou on peut douter qu'elle existe. Ça, pour comprendre l'importance de ce phénomène, il faut lire ou relire La Peste. Je sais, je suis là pour prêcher à chaque fois, mais il faut lire ou relire La Peste parce que dans La Peste, hein, pour rafraîchir un petit peu vos mémoires de quatrième, si vous l'avez lu comme moi la première fois en quatrième à l'école, quand les rats commencent à arriver et qu'ils meurent sur les paliers, puis il y a des gens qui commencent à tomber malades, puis les gens commencent à mourir, il y a des réunions qui ont lieu, des réunions chez le maire, où il est question de savoir en fait qu'est-ce que c'est, comment il faut agir. Et il y a un médecin qui est présent qui dit alors moi j'ai vécu dans certains pays en Afrique autres que parce que c'est l'Algérie, hein, le théâtre de là où ça se passe. Je sais ce que c'est, hein, très clairement les symptômes c'est la peste. Et là oh là 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 là, attendez, vous allez quand même pas prononcer le P-word, on dirait en anglais, faut pas prononcer le mot de peste parce que on va pas s'emballer, ça va. Si vous dites ça, vous allez faire paniquer les gens. Autrement dit, si vous appelez les choses par leur nom, vous allez obliger les gens à regarder la réalité en face et donc à prendre conscience de la gravité de ce qui se passe et à devoir rompre avec leurs petites habitudes et leur train-train quotidien qui permet de vivre heureux dans l'ignorance. Et en fait, le mot de peste n'est prononcé que très tard dans le roman, au vu de ce qui se passe avant qu'il soit enfin prononcé. Et je pense que ce que ça nous dit deux choses, hein, sur le travail qui est fait concernant le langage. La première chose, c'est que il y a toujours eu, ça ne concerne pas que le concept ou le terme de guerre, un phénomène que j'englobe généralement sous le terme d'euphémisation. Il y a un travail, parfois inconscient, de la langue qui peut être fait par n'importe qui, mais qui est fait notamment par les personnes publiques ou les personnes qui ont accès à la parole publique, qui consiste à employer un mot pour décrire une réalité de manière à en minimiser la gravité. Il y a tout un travail comme ça qui a été fait notamment pour montrer le parallèle par des universitaires et des militants et militantes féministes pour parler de la manière dont dans les journaux pendant très longtemps et jusqu'à récemment on parlait des violences au sein du couple en romantisant ça, en disant drame passionnel, éperdu d'amour, il tue sa compagne. En faisant ça, en n'utilisant pas le mot, en fait, c'est un meurtre ou c'est un féminicide en fonction du mot qu'on choisit, on raconte une autre histoire et on change la réalité. Et donc, on s'empêche de lutter contre. Ça, c'est le premier élément, l'euphémisation, pour justement essayer de littéralement modifier la réalité ou cacher la réalité. Mais après, je pense qu'il y a aussi un autre usage moins pervers, plus naturel, j'ai envie de dire au sens de plus compréhensible, plus humain, on pourrait dire, qui est un usage à but de désamorçage. C'est un peu comme quand on désamorce une bombe. Le fait qu'on se mette à parler de guerre, parce que c'est le paradoxe que vous avez évoqué, on ne parle pas de guerre quand c'est une guerre, et quand c'est pas une guerre, on parle de guerre. Ça peut paraître complètement absurde. Je pense qu'il y a une raison à ça. C'est que quand le mot qui fait peur, parce que la réalité fait peur, vous le faites rentrer dans le langage courant et vous le désamorcez, en fait. Il y a une guerre pour tout, il y a une guerre des générations, il y a une guerre de ci, une guerre de ça. Vous finissez par vous habituer à l'entendre, vous rendre compte que c'est pas aussi grave qu'une guerre. En fait, on parle de guerre, mais les conséquences sont pas celles d'une vraie guerre. Donc, finalement, c'est pas si grave. Et en fait, c'est une manière, je pense, d'exorciser un petit peu les démons du passé. La guerre, ça fait peur. La guerre, quand il y a eu la Première Guerre mondiale, on l'appelait la der des der, parce que jamais plus il faut recommencer ça. Ça nous a pas empêché de recommencer. Donc, quand on se sent impuissant vraiment à empêcher les événements de se reproduire et l'histoire de se répéter, il y a un travail qui se fait au niveau de la langue et qui consiste à apprivoiser le langage pour apprivoiser la réalité qu'il désigne. Voilà. Si on parle de guerre un peu partout, finalement, c'est un moment du passé qu'on dédramatise parce que c'est devenu quelque chose d'assez commun. D'où le fait qu'on puisse l'employer pour parler du Covid. Parce que techniquement, c'est pas vraiment une guerre, c'est une lutte, c'est un combat si vous voulez, mais c'est pas une guerre, et qu'on puisse filer la métaphore martiale. Mais que par contre, quand il s'agit d'une vraie guerre, là, il puisse y avoir des hésitations où on se met à employer un terme différent. Et je terminerai juste sur un point pour compléter ce que j'ai dit avant dans la première acception, hein, l'euphémisation pour dissimuler la réalité.
Il faut comprendre que c'est quelque chose qu'on trouve au cœur de toutes les propagandes de guerre, et d'ailleurs au-delà des propagandes de guerre, et qui a une fonction aussi d'acceptation. Le but, c'est un petit peu comme, je parlais de Lucrèce tout à l'heure avant qu'on commence, Lucrèce expliquait que pour faire passer les vérités amères, il faut les entourer de miel, d'où la poésie justement. Le Naturarium, c'est un poème parce que ce qu'il a à dire sur la mortalité, etc., c'est tellement dur. Enrobez ça de verre, enrobez ça de miel, et la pilule passera mieux. Il y a quelque chose de cet ordre-là quand, par exemple, vous voulez au hasard exterminer 6 millions de personnes. C'est difficile à faire accepter à la population parce que c'est quand même assez brutal, assez radical. Donc, employez ça, parlez-en sous un autre, avec d'autres mots. Solution finale. Quand vous parlez de solution, c'est qu'il y a un problème. S'il y a un problème, vous êtes totalement légitime à vouloir le régler. Vous voyez, de la même manière, ne parlez pas des victimes innocentes, parlez des cafards, comme c'était le cas en Allemagne pour les Juifs ou au Rwanda pour les Tutsis. Ça, c'est un phénomène. Hein, je vous renvoie à un historien qui a travaillé dessus. C'est un phénomène qui a été étudié notamment par Jacques Semelin, pourquoi je l'appelais Nicolas, Jacques Semelin dans Purifier et détruire, où il explique que tous les grands génocides de l'histoire ont été précédés par une préparation idéologique de la population qui passe justement par ce phénomène de euphémisation du langage. Prenez un mot qui rassure ou un mot qui justifie, mettez-le sur une réalité qui serait inacceptable sans ça, et à force de travailler dessus et de travailler l'esprit des gens au corps, vous allez finir par rendre possible l'événement qui, sans ça, aurait eu du mal à passer ou aurait pu provoquer des résistances beaucoup plus importantes. À la fois, il y a une euphémisation et en même temps, on voit bien qu'on n'est jamais préparé à la mort, à l'atrocité, et qu'elle nous fait toujours autant réagir. Aujourd'hui, d'ailleurs, on soutient notamment l'Ukraine. Pour quelles raisons, à quel moment est-ce qu'on s'engage dans la guerre? Pour quelles raisons est-ce qu'on fait la guerre finalement, Frédéric Gros? Alors, pourquoi est-ce qu'on fait la guerre? C'est une question voilà, qui a un peu hanté quand même la philosophie. La réponse, vous l'imaginez bien, elle n'est pas unique, elle n'est pas univoque. Pendant très longtemps, il y a une espèce de fil rouge qui s'est dessiné de Thucydide à Raymond Aron en passant par Hobbes, où on avait trouvé une espèce de cadre qui était les 3 grandes passions, qui seraient des passions belligènes, des passions qui provoquent la guerre. La première, ce serait la peur. Voilà, c'est-à-dire on fait la guerre parce qu'on a peur que l'autre nous fasse la guerre. Alors ça semblait un peu compliqué parce qu'on rentre dans une espèce de montage paranoïaque où on se dit « Ah bah ouais, j'ai peur de l'autre, donc je m'arme et par là je provoque la peur de l'autre qui, lui, se réarme encore plus. » Et donc, bon, enfin, vous avez quand même un montage paranoïaque dont certains pensent même qu'il est à l'origine de la guerre de 14. Mais en tout cas, voilà, la peur, ce serait la première passion. Et d'ailleurs, encore... J'y reviens parce que voilà, c'est dans l'allocution préliminaire de Poutine, il y a des éléments où on dit bah oui, on a peur, il y a quand même des nazis dans ce pays, il y a quand même voilà, c'est une manière de présenter la guerre en disant au fond, on n'attaque pas, on se défend. Voilà. Et puis c'est ce qu'on a appelé aussi la guerre préemptive. C'est-à-dire au moment d'envahir l'Irak, on agitait, Colin Powell agitait l'espèce de petit tube en disant une arme de destruction massive. C'était un mensonge éhonté, mais une manière de dire écoutez, ça, regardez, ça fait peur. Donc la peur est présentée. Alors elle peut être instrumentalisée, c'est ça que je dis, mais comme étant la première, voilà, la première raison. La deuxième, c'est évidemment la cupidité. Je veux dire, la cupidité au sens où les guerres, c'est des gains de territoire, c'est aussi pouvoir avoir accès à des matières premières, à des ressources minières. On a cessé de dire que pourquoi est-ce qu'on va faire la guerre, pourquoi est-ce que les Américains se sont intéressés à l'Irak. Regardez, il y a du pétrole, à la Libye, il y a du pétrole, etc. C'est-à-dire, on a bien eu ce discours qui consistait à dire qu'il y avait... ce qu'on pourrait appeler des causes économiques à la guerre, c'est-à-dire c'est une manière, la guerre, c'est une espèce de prédation, de prendre la main sur des richesses. Voilà, ça c'est la deuxième grande passion. Et il y a aussi, alors Hobbes cite une troisième passion qui est le prestige, en disant que la guerre c'est aussi une manière de se faire reconnaître dans sa supériorité. Alors ça peut paraître assez ridicule aujourd'hui. Cela dit, l'idée que
il puisse y avoir quelque chose comme une quête de gloire dans la guerre, ça explique, je ne sais pas, une des grandes parties des guerres de Louis XIV, c'était des guerres à apparaître comme un maître de guerre, apparaître, voilà, je veux dire, la guerre a été liée quand même dans notre culture à une espèce d'héroïsation, de prestige supérieur. Bon. Après, évidemment, le problème qui s'est posé, mettons, au XXe siècle, ou peut-être même avant, c'est que quand on regarde les deux conflits mondiaux, on se dit, non, c'est pas possible. Quand je dis c'est pas possible, c'est quoi? C'est que jusque-là, ces trois passions, la cupidité, le prestige ou la vanité et la peur, certaine manière, ce sont des passions qui instrumentalisent la guerre. C'est-à-dire la guerre, ça sert à avoir du prestige, ça sert, voilà, c'est instrumental. Et on apercevait dans la guerre quelque chose de complètement irrationnel. C'est très rationnel de se défendre quand on a peur. C'est très rationnel de choisir la violence plutôt que la négociation quand on a les moyens de sa violence pour obtenir quelque chose. Ça va beaucoup plus vite, si vous les voyez. Alors c'est atroce, cynique, tout ce que vous voulez, mais ça a un côté rationnel. Et puis peu à peu, alors ça a été la lettre, enfin si vous voulez, l'échange de lettres entre Einstein et Freud, on s'est dit, mais au fond, il y a quelque chose comme de complètement irrationnel et même de suicidaire. Et on va aller chercher à la racine des guerres ce qu'il appelle la pulsion de mort, etc. Voilà. Et puis moi, je proposerais volontiers une quatrième voie, si vous m'en laissez là, ça ne va pas durer très longtemps, hein, je vous rassure, mais qui est la voie de ce que j'appelle la colère. Alors, la colère, on peut dire, c'est de la rage, c'est un emportement subi, etc. Et si vous prenez la première grande définition de la colère, c'est la rhétorique d'Aristote, il dit au fond, la colère, c'est une demande de justice pour se venger d'une humiliation. D'accord ? C'est-à-dire l'idée que les guerres se font aussi pour se venger de sa propre histoire, pour se venger des humiliations subies. Et ça, c'est très fort dans le conflit russo-ukrainien quand même, où il y a quand même l'idée que c'était, je ne me souviens plus de son nom, un immense Brzezinski qui disait au fond l'Ukraine est le dernier territoire qui peut permettre à la Russie de se penser comme un empire. Si la Russie lâche complètement l'Ukraine, la Russie, ça devient un pays comme un autre. Et donc l'idée, parce que je veux dire 89, la chute du mur, ça a été une humiliation. Quand je dis une humiliation, Eltsine qui a bradé toutes les richesses à des magnats, etc. Ça a été terrible quand même dans la manière dont la Russie pouvait se représenter sa propre puissance. Et alors ça, c'est au niveau des dirigeants, mais si vous prenez même les conflits, puisque c'est on parle aussi de la Syrie, si vous prenez la Syrie, si vous prenez l'Irak, où à chaque fois, ce sont quand même des minorités qui opprimaient des majorités. Dans les guerres, il y a un élément où on se venge des humiliations. L'énergie de la guerre provient aussi d'une espèce de soif de vengeance de son propre passé. Je veux dire, je finirai là-dessus. C'est de l'anti-hégélianisme, au sens où Hegel disait à quoi ça. Parce que Hegel aussi s'est posé la question de la guerre. Il disait les guerres, ça sert à réaliser l'histoire. Regardez, ça sert à faire avancer l'humanité. C'est ce qu'il appelait une ruse. Alors ça peut nous paraître absurde, mais il disait, mais si, regardez, je veux dire, les conquêtes romaines, c'est ce qui a permis l'extension de tout le génie romain administratif, l'art architectural, les routes, ça se serait pas fait sans la guerre. Les guerres révolutionnaires, ce sont les idéaux, les guerres napoléoniennes, ce sont tous les idéaux révolutionnaires qui ont pu s'étendre à toute l'Europe. Ça passe par la guerre. Bon, et je crois qu'on s'est aperçu au XXe siècle ou c'est peut-être des nouvelles guerres, parce qu'on ne croit plus au progrès, on n'y arrive plus, et on s'aperçoit que les guerres que ces guerres-là du XXIe siècle, en tout cas, se font contre l'histoire, c'est-à-dire comme, je reprends un terme presque psychanalytique, c'est des espèces de retour du refoulé. C'est-à-dire on va essayer dans la guerre de jouer quelque chose de ce qu'on a subi
de son humiliation et de se venger de sa propre, de prendre revanche sur sa propre histoire. Et ça, je crois que c'est une cause des guerres qui me semble assez, assez éclairante pour moi. Dans ma question, il y avait aussi celle des valeurs. Alors peut-être que Marilyn Maesso, vous allez pouvoir y répondre. Est-ce que l'humanité est une chose que l'on peut défendre en faisant la guerre ? Est-ce que l'humanité se défend ? Est-ce que c'est une chose qu'on peut défendre, ou cette question-là n'a en soi pas de sens ? C'est une question, je trouve que celui qui l'a peut-être le mieux posé, en tout cas moi c'est celui qui l'a posé de la manière qui m'a le plus touchée, c'est Albert Camus. C'est pas dans La Peste, c'est dans un texte beaucoup moins connu, mais qui mériterait d'être aussi connu. Ce sont les lettres à un ami allemand. Une série de lettres qu'il a écrites entre 43 et 45, où il parle à un interlocuteur fictif qui est un ami allemand, c'est-à-dire un de ses amis, qui est ami avec lui avant l'arrivée d'Hitler. Et donc, on a les lettres qui actent l'arrivée d'Hitler et l'évolution de l'ami allemand qui devient nazi, qui adhère à l'idéologie nazie. Et Camus se pose plein de questions, en fait, et pose plein de questions à cet ami allemand. Notamment, il se demande comment je peux lutter contre vous pour vous empêcher de me tuer, de tuer des innocents, sans en même temps consentir à vous ressembler. Si je fais la guerre, qu'est-ce qui va me différencier de vous ? Est-ce qu'on sera juste deux monstres sur un champ de bataille ? Comment je peux faire pour, tout en consentant à la violence que j'ai en horreur, pour défendre les innocents, ne pas perdre mon humanité dans l'histoire. Voilà en gros la question qui se pose parmi d'autres. Hein. Et il a ce moment que j'aime beaucoup, d'ailleurs de là qu'est tirée la citation que vous connaissez peut-être, « Nous luttons pour des nuances, mais des nuances qui ont l'importance de l'homme même ». Il explique que la différence qu'il y a entre cet ami allemand et lui, ou le résistant de manière plus générale, c'est que le résistant a le scrupule. Le résistant a conscience de la gravité de l'acte qu'il s'apprête à accomplir, et il a pris le temps de la réflexion. Il a pris le temps de se poser la question, d'affronter justement la gravité de ce qu'il allait faire. Est-ce que j'ai le droit de tuer quelqu'un d'autre ? Est-ce que j'ai le droit de tuer celui qui a été mon ami ? Est-ce que ça ne fait pas de moi quelqu'un justement qui nie l'humanité, puisque je m'abaisse à son niveau ? Et le simple fait de faire ce raisonnement, le simple fait d'appeler les choses par leur nom, d'appeler un meurtre, de comprendre la gravité de son geste et de ne pas chercher d'excuses, c'est ce qui va faire toute la différence. Et donc, cette idée qu'on lutte pour des nuances et que donc on peut tout à fait lutter, non seulement faire la guerre pour défendre l'humanité, mais faire la guerre en conservant sa propre humanité, c'est ce qu'on trouve en fait à l'origine de la conception camusienne de la violence, et notamment de sa critique de la violence confortable. Vous avez peut-être entendu parler de la longue querelle entre Sartre et Camus. Sartre, qu'il a eu de ça, y compris après la mort de Camus, c'est dans un texte daté de 1961, donc un an après la mort de Camus, c'est la préface aux Damnés de la Terre de Frantz Fanon. Sartre fait cette préface et donc s'écrit à un moment donné ils ont bonne mine les non-violents, ni victimes ni bourreaux. Il est en train de parler de la guerre d'Algérie, de ce qui s'y passe, et il dit donc ils ont bonne mine les non-violents, ni victimes ni bourreaux. Ni victimes ni bourreaux, c'est explicitement une référence à Camus. C'est le titre d'une série d'articles publiés dans le journal Combat par Camus dans l'après-guerre. Donc c'est une manière de dire Camus, un non-violent, voilà, une belle âme en marge de l'histoire. Alors que Camus, dès 45, il écrivait dans sa réponse à Emmanuel d'Astier de la Vigerie, « Je n'ai jamais dit que j'étais contre la violence. Les années d'occupation et de résistance m'ont appris qu'elle était parfois inévitable. C'est une position, la non-violence, qu'on me prête, et je le cite, pour les besoins de la polémique. » Il avait déjà anticipé ce que Sartre ferait après sa mort, c'est dire s'il avait compris le personnage. Il dit « Moi, mon problème, c'est la violence confortable. » Et je le cite, il dit « J'ai horreur de ceux dont les paroles vont plus loin que les actes, et je ne m'arrêterai de mépriser quelques-uns de nos grands esprits que quand ils tiendront eux-mêmes les fusils de l'exécution. » Qu'est-ce que ça veut dire, ça ? Ça veut dire que le problème avec la violence, et ce qui fait qu'elle déshumanise de manière irrémédiable, c'est le moment où justement on arrête de la regarder en face et on essaye de l'euphémiser, pour reprendre le terme que j'ai employé tout à l'heure. On parle de guerre de libération, on dit qu'on va lutter contre les nazis en Ukraine, ou on dit pas qu'on va assassiner des innocents, on dit qu'on va solution finale, solutionner un problème. On se positionne pas en attaquant, mais en victime qui se défend. À partir du moment où on se cherche toutes les excuses du monde pour commettre l'irréparable, là, on est dans la déshumanisation, parce qu'on nie sa propre humanité en étant capable, si vous voulez, de se trouver ce genre d'excuses, de justifier l'injustifiable.
Et la seule solution qui se propose, qui se montre à Camus, c'est celle en fait qu'il fait incarner par le personnage de Kaliaïev dans Les Justes. Vous savez que dans Les Justes, vous avez deux terroristes en fait, Kaliaïev et Stepan. Les deux sont des terroristes, c'est pas un non-violent et violent. À la fin, Kaliaïev va jeter la bombe. Mais Kaliaïev, c'est celui qui refuse de jeter la bombe au moment où il y a des enfants dans la calèche, parce que la mort des enfants, qu'on appelle dommage collatéral, dit Stepan, en fait non, c'est quelque chose qui n'est pas justifié par la guerre, et c'est quelque chose qui n'apportera rien. Et non seulement ça n'apportera rien, mais en plus, ça salira l'objectif de la guerre, qui est de libérer justement les innocents du joug du système tyrannique qui les gouverne. Et ce geste-là, en fait, qui consiste à dire, moi, quand je jette la bombe, je veux pas me raconter d'histoire, je ne veux pas transformer des enfants en dommages collatéraux, je ne veux pas nier leur humanité de manière contradictoire pour justifier mon propre projet humaniste. Je veux reconnaître en face ce que je suis contraint de faire, et le simple fait que je ne cherche pas à me le cacher, que je veux continuer à les reconnaître comme des êtres humains, le simple fait que je parle de l'ami allemand et pas du nazi, être un ami allemand, il est déjà nazi au moment où il écrit, mais c'est l'ami allemand, ça veut dire que je ne vais pas nier son humanité, parce que si je nie son humanité, je lui donne raison. Le fait que j'essaye, avec toute la difficulté que ça représente, de consentir à la violence qui forcément blesse, meurtrit l'humanité, mais que en recourant à la violence, je ne veuille pas, si vous voulez, trahir les nobles desseins qui m'ont mené à y recourir, c'est ce qui permet, du point de vue de Camus, de préserver, de sauvegarder un minimum d'humanité dans un événement qui, par définition, fait tout pour la faire exploser. Frédéric Gros, peut-être sur ce que vous appelez l'intensité éthique dans la guerre, où il faut, voilà, comment... Non, mais c'est vrai que c'est très compliqué, parce que déjà dans une guerre, si vous prenez ce qui nous obsède, mais il y en a d'autres, le conflit russo-ukrainien, vous avez très clairement un agresseur et un agressé. C'est-à-dire qu'on ne va pas supporter de mettre sur le même plan la violence exercée par les Russes et la violence, qui est une violence de défense exercée par les Ukrainiens. C'est ce qui fait que un des premiers critères, une des premières guerres justes qu'on a posées, c'était la guerre de défense, parce que c'est vrai que je veux dire, la culture chrétienne après les messages, si vous voulez, sermon sur la montagne, cette espèce de radicalité qui consiste à ne pas répondre à la violence par la violence, à un moment, l'Église chrétienne s'est posé la question de savoir, mais jusqu'à quel point est-ce que c'est supportable ? Parce que ça supposerait d'accepter l'agression et de ne pas y répondre. Et y répondre, c'est ce que disiez si bien, y répondre, c'est rentrer dans un cycle, qui est le cycle aussi qui est le cycle de la violence et qui peut entretenir quelques confusions. Voilà. Ça, c'est une première manière de répondre. La deuxième, qui va plus directement vers votre question, c'est que assez curieusement, mais il faut s'en rendre compte quand même, la guerre est fondamentalement une expérience éthique. Ça peut sembler fou à dire. Que ce soit une expérience politique, évidemment, on le sait, la guerre fait l'État fait la guerre, etc. Oui, il y a des buts politiques, c'est la définition de Clausewitz, la guerre, c'est la continuation de la politique par d'autres moyens. Voilà, qu'il y ait de la politique dans la guerre, on l'accepte. C'est-à-dire la guerre est quand même une décision politique. C'était même un des critères de la guerre juste pour les chrétiens. C'est-à-dire une guerre, c'est quelque chose qui est mené par une autorité politique, par un État. Sans ça, c'est pas une guerre. Ce qui fait que c'est une guerre, c'est que c'est un État qui la décide. Voilà, ça c'était justement dans ce travail définitionnel précis. La deuxième condition, c'est la condition juridique. Là aussi, ça peut nous sembler un peu curieux, mais toute guerre est juste. C'est-à-dire, le propre de la guerre, c'est de se réclamer du droit. Mais c'est ce qu'a fait même Poutine au moment de son allocution. C'est de dire, nous sommes dans notre bon droit. Alors après, le problème, c'est de savoir quel est le vrai bon droit, le faux, etc. Mais toute guerre se présente comme juste.
C'est-à-dire le propre de la guerre, c'est d'introduire cette dimension, parce que sans ça, c'est autre chose. Je veux dire, c'est pas que la présence de la mort qui peut nous faire rentrer dans la guerre, parce qu'après tout, quand vous avez des règlements de compte meurtriers, il y a des morts, oui, on va dire guerre entre délinquants, mais ce qui fait que c'est une vraie guerre, c'est qu'il y a des... Voilà, on fait appel à la justice. Mais quand je dis qu'il y a une dimension éthique, c'est que nos termes moraux les plus essentiels, les plus fondamentaux, virtus en latin qui donne la vertu, arete en grec, ça signifie au départ le courage guerrier. Ce sont des termes militaires. C'est-à-dire que notre vocabulaire moral est pris dans cela. Mais après, dans quel sens? Alors, pourquoi est-ce qu'on a pu faire de la guerre, première chose, une expérience éthique? Parce que la guerre se construit comme un échange de morts. C'est ce qui fait que la rupture, mettons, oui, c'est peut-être la guerre de 14, enfin, il y avait avant, mais à partir du moment où celui qui provoque la mort ne prend aucun risque, on considère, bah oui, c'est plus très éthique, quoi. Alors, tout ça, c'est aggravé avec le phénomène des drones qui pouvaient porter des missiles, etc. Jusqu'à quel point? Bon, mais en tout cas, ce qui faisait que c'était éthique, c'est que vous aviez un échange de morts qui dressait chacun à la verticale de ça. Et quand je dis que c'était éthique, c'est dans une espèce de, j'allais presque prendre un terme psychiatrique, de bipolarité. La guerre est bipolaire. Quand je dis qu'elle est bipolaire, c'est que la guerre est le lieu où l'humanité, où notre culture va penser la plus grande noblesse de l'humanité et sa bassesse la plus énorme. C'est-à-dire que la guerre, c'est quand même le lieu où on va héroïser des attitudes admirables, où on va considérer que le sacrifice à sa patrie, à sa nation, est ce qu'il y a de plus accompli dans l'humanité. C'est le moment où on va aussi héroïser cette espèce de courage magnifique de résistance. Donc vous avez tout cet aspect-là, toute cette polarité positive et en même temps cette polarité négative qui est du côté de la rage destructrice, de ce qu'on va appeler la bestialité, de la haine, et j'allais dire presque heureusement, on pourrait dire ce qui est très confortable avec le conflit russo-ukrainien, c'est qu'on peut partager cette bipolarité en disant il y a quand même d'un côté les bons, hein, ce sont les Ukrainiens qu'on présente, et on a raison, encore une fois, mais du côté précisément des citoyennes, citoyens défendant nos valeurs, que sont les valeurs de la liberté, de la démocratie, qui en plus nous ressemblent tellement qu'on les accueille avec des bras beaucoup plus ouverts que pour des conflits précédents, etc. Donc, et de l'autre côté, on va décrire l'armée russe comme étant composée de tarés saturés de vodka qui violent les enfants. Mais c'est vrai en plus, hein, c'est pas ça que je veux dire. Mais je veux dire que la vraie difficulté à un moment, c'est de se dire, est-ce que cette bipolarité, elle n'est pas dans le cœur humain aussi? Est-ce que c'est pas un peu... quand on dit, attention, il ne faut pas être trop manichéen, on veut juste dire que, que cette manière de partager cette ambivalence éthique qui fait le cœur, la difficulté et l'intensité de l'expérience de la guerre, voilà, elle peut exister dans des conflits comme ça, mais après, c'est aussi un problème qui est plus, qui est plus ce qui habite après tout le cœur humain. Mais en tout cas, c'est ça la guerre, c'est cette ambivalence éthique. Marilyn Maisot, peut-être pour poursuivre sur ce sujet. Alors d'abord, est-ce qu'on est en mesure d'assumer cette bipolarité dans le cœur humain, qu'on a dans le cœur humain? Et la deuxième chose, c'est vous écriviez pour Philosophie Magazine qu'il y avait eu une solidarité à deux vitesses s'agissant de l'Ukraine et puis autrefois de la Syrie. Voilà, qu'est-ce que vous entendez par là? C'est deux questions différentes. Donc, je vais peut-être d'abord prolonger puis ensuite répondre à la deuxième partie de la question. Sur la question de la bipolarité, Hannah Arendt avait forgé le concept de banalité du mal pour essayer de décrire un phénomène un peu similaire, à savoir, même si ensuite il y a eu des débats autour de ça, mais quand elle a expliqué que
le système nazi et ce qu'il avait accompli n'avait pas été accompli par des millions de psychopathes, en fait. Qu'il y avait quelques psychopathes dans l'eau et qu'il y avait une énorme majorité de petits fonctionnaires qui étaient la veille votre voisin, votre collègue. Et jamais vous auriez pu imaginer que c'est le fameux ami allemand, si vous voulez, de Camus. Et ce qu'elle expliquait, enfin ce qu'elle essayait de décrire par ce concept de banalité du mal, c'était non pas la banalité de ce qui s'était passé, mais au contraire, c'était le décalage abyssal qui existait entre l'énormité du crime et disons la normalité du criminel. Quelqu'un comme Eichmann, elle le voyait comme quelqu'un qui finalement n'était pas suffisamment différent de quelqu'un qu'on pouvait côtoyer au bureau pour que ça ne soit pas terrifiant de voir quelqu'un comme ça se dire voilà ce qu'il a fait. Et donc le phénomène parce qu'après, indépendamment de son interprétation du caractère de Eichmann qui a été discuté, je trouve qu'elle met le doigt sur quelque chose de très important, à savoir le besoin de fabriquer des monstres. Moi, je trouve que la meilleure illustration de ça, c'est L'étranger de Camus. D'ailleurs, j'ai écrit, c'est drôle, j'ai écrit ça il y a quelques jours pour un article sur Meursault, la scène du procès. Vous savez, ce moment où Meursault est en procès, il a assassiné un Arabe, il n'a pas de nom sur la plage. Et il est en procès, on pense qu'il est en procès et qu'il va se faire condamner pour le meurtre qu'il a commis. Et on se rend compte que il est en procès pour toute autre chose. Le procureur dit qu'il veut faire condamner ce qu'il appelle cette âme criminelle. En fait, le procureur, il a envie, son raisonnement c'est quoi ? C'est un meurtrier. On a besoin de se dire que le meurtrier dans la société, celui qui tue, c'est le monstre, c'est l'exception qui confirme la règle. Voilà, c'est l'anomalie et en la supprimant, on résout le problème et la société peut dormir sur ses deux oreilles. Mais comment on fait pour faire ça ? Comment on fait pour faire ça quand l'homme que vous avez en face, c'est Meursault, c'est Monsieur Tout le Monde, c'est un type qui est bizarre, mais c'est pas quelqu'un qui vocifère, qui dit qu'il a tué parce qu'il voulait tuer, ou un raciste. C'est juste quelqu'un, quand on lui demande mais pourquoi vous avez fait ça, il répond à cause du soleil. On se dit, mais en plus, il ment pas. Il a été aveuglé par le soleil. La sueur lui perlait dans les yeux et puis il a tiré. Il n'y a pas de mobile derrière, si vous voulez. Comment on fait pour se mettre en règle avec ça ? Eh bien, l'astuce du procureur, c'est de fabriquer le monstre qui n'existe pas, puisque on ne peut pas. Ça suffit pas en fait d'avoir un homme comme Monsieur Tout le Monde qui fait ça. Il faut considérer que c'est un monstre pour pouvoir l'exclure de la société comme un exclu un bouc émissaire et rétablir l'ordre. Donc, on va agglomérer des choses qui n'ont rien à voir. On va dire qu'il a pas pleuré à l'enterrement de sa mère. Il a même bu un café au lait. Il est allé voir une comédie de Fernandel ce jour-là. Il a couché avec sa maîtresse. Il fréquente un homme de mauvaise moralité. Et tous ces éléments qui n'ont aucun rapport les uns avec les autres, on les agglomère pour dire que ça n'est pas parce qu'il a tué que je dis qu'il a une âme criminelle, c'est parce qu'il a une âme criminelle qu'il a fait ce qu'il a fait. C'est pour créer une sorte de logique et de nécessité pour pouvoir mieux, appréhender la situation. Voilà, on est dans la maîtrise, on sait pourquoi il a fait ça. Ou vous inquiétez pas, ça peut pas se produire n'importe où avec n'importe qui. Or, on le sait, hein, l'expérience ne cesse de le prouver, que ce soit à l'échelle historique ou à l'échelle plus commune, que les crimes dans les familles, les meurtres, les viols, etc. C'est la chose la plus banale qui soit. Ça arrive partout, et malheureusement, les criminels nous font pas souvent la grâce d'avoir la gueule de leur forfait, en fait. C'est le médecin du village que tout le monde admirait, c'est le professeur, ça peut être des gens, comme on dit, au-dessus de tout soupçon. Et je pense que ça, c'est pour rebondir sur ce que vous disiez, hein, c'est aussi ce qui explique pourquoi on peut parfois avoir une attirance pour le manichéisme, même quand des fois, de fait, la réalité se donne du mal pour donner raison aux manichéens. Là, dans le cas de Poutine, c'est quand même assez marqué. C'est parce que le manichéisme rassure, parce que ça permet de créer une séparation claire entre nous et les autres. Le mal, le monstre, c'est l'autre, c'est le barbare. Il y a plein de mots comme ça qui ont servi à incarner le mal, à le cerner pour pouvoir le rejeter à l'extérieur de la société, pour dire chez nous on peut dormir tranquille, on n'est pas des gens comme ça. D'où la réaction qu'on a parfois, mais je ne comprends pas, c'était un voisin tellement poli, tellement adorable, comment c'est possible qu'il ait fait exploser des bombes dans une salle de concert ? Parce qu'en fait, ça n'a aucun lien, en fait. C'est pas parce que vous êtes poli avec quelqu'un que vous dites bonjour à votre voisine que vous n'avez pas en vous la possibilité d'avoir ce type de pensée et de passer à l'action.
Et je pense que c'est ça en fait qu'il faut comprendre et qu'Hannah Arendt d'essayer au fond de faire passer, c'est que les guerres de manière générale, mais plus globalement tous les crimes, toutes les manifestations les plus terribles de la violence nous forcent à repenser. C'est ça, c'est l'idée qu'il y a une potentialité en chacun de nous et que on doit lutter contre. Je pense que ça a dû tous vous arriver un jour ou l'autre à divers degrés, j'imagine, mais ce moment où vous avez juste envie d'envoyer le poing dans la figure de l'autre. Voilà, c'est quand même plus facile de boum, comme ça il va se taire, plutôt que d'essayer de débattre calmement de pourquoi on se retient. On se retient parce qu'on a conscience du cycle que ça. On parlait de cycle de la guerre. Il y a un cycle de la violence globalement. À partir du moment où vous lancez le premier coup, derrière vous justifiez la réaction défensive, représailles, et c'est infini. C'est la logique de la vengeance. Donc ça, c'est la première partie de la question. Sur la deuxième, rapidement, c'était, désolé, vous pouvez me la rappeler parce que c'était un peu différent. On parlait de la solidarité à deux vitesses entre aujourd'hui les Syriens qu'on accueille et autrefois les Syriens qu'on a eu plus de mal à accueillir. C'est une critique qui a été énoncée à plusieurs reprises et dans plusieurs cadres. Moi notamment, j'ai pris un cas particulier qui illustrait très bien, c'était le cas de Robert Ménard, où j'expliquais que Robert Ménard, au moment de la guerre en Syrie, avait tapissé les rues de sa ville d'affiches anxiogènes où il y avait le slogan « Ils sont là où ils arrivent ». Ils arrivent et on voyait, alors j'ai envie de dire des hommes, mais en fait, c'était des silhouettes, ils étaient de dos, ils n'avaient pas de visage. Ils avaient tous une couleur de peau un peu foncée parce que voilà, c'était pas des blancs, c'était pas des Européens. C'est l'imagerie traditionnelle de l'envahisseur en fait, l'envahisseur, le barbare qui débarque dans nos villes et qui va semer la terreur. Voilà un peu ce vers quoi ça faisait signe. Pourquoi j'en parle? Parce que Robert Ménard, au moment de la guerre en Ukraine, il a pris fait et cause pour les Ukrainiens et il est revenu sur ce qu'il avait fait et il a dit qu'il avait honte d'avoir publié ces affiches. Il a dit « J'ai réalisé qu'en fait c'est atroce ce que j'avais fait. Ces gens-là avaient tout perdu. Ils voulaient juste essayer de sauver la chose qui leur restait, c'est-à-dire leur vie et celle de leur famille. Et je les ai déshumanisés. J'en ai fait des monstres en fait pour justement ne pas avoir à les reconnaître comme mon prochain. Mais il a fallu pour ça la médiation des Ukrainiens. La question c'est pourquoi il a fallu que les Ukrainiens subissent le même sort pour que d'un seul coup les Syriens redeviennent des êtres humains. Et l'hypothèse que j'aimais, qui est assez banale en fait, c'est que les Ukrainiens sont des Européens. Ils ont pour beaucoup d'entre eux la même religion que Robert Ménard. Ils ont une communauté de culture avec nous et même physiquement, ils ressemblent plus à l'image qu'on se fait du français qui est forcément blanc dans la vieille conception du français de souche. Il y a tous ces éléments-là, si vous voulez, pas forcément très avouables, mais qui font que il n'a pas pu ne pas s'identifier aux Ukrainiens. Et ensuite, par déduction, en fait, ce que vivent les Ukrainiens là, c'est ce qu'ont vécu les Syriens. Donc, il y avait absolument rien qui justifiait que j'accepte les uns et je rejette les autres. Mais ça, c'est intéressant parce que ça nous fait vraiment réfléchir à la réalité de l'empathie. Quand on pense à l'empathie ou à la compassion, on pense ça comme une sorte de donnée, en fait, ou d'instinct divin, dirait Rousseau, quelque chose qu'on porte, que chacun d'entre nous porte en soi et qui s'impose comme une évidence. Mais dans les faits, on se rend compte que l'empathie, elle est parfois à géométrie variable, qu'elle varie dans l'intensité. Et ces variations s'expliquent pas forcément intégralement, mais du moins, je pense en partie, par la capacité d'identification. Il suffit pas de dire l'autre est un être humain, donc je compatis à ce qui lui arrive. Il faut le sentir. C'est pas, si vous voulez, c'est pas parce que vous le dites sur le plan rationnel, sur le plan intellectuel, que sur le plan affectif, c'est quelque chose que vraiment vous arrivez à intégrer. Donc forcément, plus la personne va vous ressembler culturellement, physiquement, etc., plus vous allez avoir tendance à ressentir une empathie décuplée. Je ferai un exemple tout bête, mais pourquoi, par exemple, quand Samuel Paty a été décapité, ça m'a particulièrement touchée. Ça veut pas dire que quand je considère que si c'est pas un prof, ça me touche pas et ça me concerne pas, mais parce que je suis prof. Et parce que ce qui lui est arrivé, je sais que ça aurait pu m'arriver. Et puis il y a toute cette identification justement par la communauté de métier qui fait que on se sent particulièrement concerné. Autre chose qui peut paraître complètement arbitraire, mais ça fonctionne comme ça. Est-ce que vous êtes déjà demandé pourquoi, quand on a un crash d'avion ou un drame de ce type, on vous donne toujours c'est horrible de rire, mais c'est le nombre de Français parmi les victimes. Il y a une blague qui a circulé pendant un moment, c'était « Dis papa, pourquoi à chaque fois quand il y a un crash d'avion, on nous dit qu'il y a tant de Français dans l'avion ?» Et le père répond « C'est pour savoir si je peux m'en foutre. » Oui, bien sûr, c'est caricatural et c'est provocateur, mais c'est pour dire que ça met le doigt sur ça, sur l'idée, si c'est un Français, s'il y a une communauté matérielle avec moi, d'une manière ou d'une autre, ça me permet d'ancrer ma compassion. Et donc, ce que ça nous dit, c'est que la compassion, c'est tout sauf un sentiment qui est donné, c'est peut-être une potentialité qu'on porte en soi, même dans notre cerveau, mais c'est quelque chose d'extrêmement fragile, quelque chose qui se construit, quelque chose qui peut se manipuler,
telle manière à ce que vous n'éprouviez de la compassion que pour certains et pas pour d'autres, qui peut se retourner même en haine. Hein. À partir du moment où vous déshumanisez l'autre en montrant justement qu'il est tout le contraire de vous, le juif n'est pas un être humain, il est tout le contraire de l'arien, pour justifier que vous vouliez le détruire, pour mieux protéger, par compassion, si vous voulez, pour vos frères ariens. Et puis c'est quelque chose qui peut être aussi extrêmement variable. Hein. L'image qui me vient, moi, c'est l'image de l'intermittence, en fait. On parle d'intermittence du spectacle. Parfois, j'ai l'impression qu'on est un peu des intermittents du spectacle de l'horreur. C'est-à-dire que il y a tellement d'horreurs qui se passent simultanément, il y a tellement de guerres, de terrorisme qui se passent à l'échelle mondiale en permanence, et on a tellement d'images qui nous viennent et dont on est totalement saturé, qu'il arrive un moment un petit peu comme le sel ou le sucre dans l'eau. Ça arrive littéralement au sens chimique du terme à saturation. On peut plus assimiler, on peut plus intégrer ce qui se passe. Et donc, si vous voulez, on va avoir des élans de compassion quand c'est le moment de l'actualité et qu'on met le focus sur l'Ukraine. Mais si plus tard, il se passe autre chose, hop, ça veut pas dire qu'on s'en moque, mais ça veut dire que on n'y prête plus attention parce qu'on peut pas avoir une implication affective et intellectuelle et une compassion totale en permanence pour tout le monde. Et je pense que c'est pas une critique. Hein. Je suis pas en train de dire vous avez osé oublier le Sahel, vous avez osé oublier les Syriens, vous pensez aux Ukrainiens. Mon propos n'est pas du tout moralisateur. C'est plus un constat, si vous voulez, et je trouve que ça nous permet d'en apprendre plus sur nous. L'idée que la compassion, c'est pas une évidence, c'est quelque chose qui demande un effort et notamment un travail d'attention. Et je terminerai juste là-dessus. C'est exactement, j'y reviens, je suis désolée, hein, cet hémicycle, la leçon de la peste en fait. Hein. Ce que dit Rieu, le docteur Rieu sur ses concitoyens. Je vous fais rire, je sais, parce que je suis en mode religieuse qui prêche la bonne parole camusienne, mais bon, j'y peux rien s'il avait raison Camus là-dessus. Hein. Dans La peste, le docteur Rieu dit que la raison pour laquelle la peste est arrivée, parce qu'on peut se demander pourquoi la peste a choisi Oran, il dit parce qu'en fait, les Oranais étaient des humanistes, et comme toujours, les humanistes, c'est ceux qui partent en premier parce qu'ils n'ont pas pris leurs précautions. Ceux qui pensent que la guerre, c'est trop bête et ça ne peut pas durer puisque c'est trop bête, comme si le monde, finalement, se pliait à nos attentes et à nos désirs. Donc, il dit, le problème, c'est ça, c'est qu'on n'a pas pris ces précautions et qu'on a cessé de prêter attention. Mais je pense que la même chose fonctionne pour l'empathie, en fait, et pour la compassion. Frédéric Gros, ce sera la dernière question. Est-ce qu'on a cessé de prêter attention ? De prêter attention. Moi, pour reprendre ce qui à la fois me fascine et me désespère, c'est que quand on parle de proximité culturelle plus grande avec l'Ukraine, en même temps, on oublie qu'au niveau de la grande histoire, les premières terres chrétiennes, c'est la Syrie. C'est-à-dire que notre primo-culture, elle est méditerranéenne avant tout, et elle s'est forgée dans le Moyen-Orient, etc. Voilà. Et c'est vrai que je pense de manière plus, comment dire, presque plus douloureuse que la manière, mais très généreuse dont on a accueilli et normal les Ukrainiens, on ne peut pas s'empêcher de penser que ça a été ressenti comme une insulte d'une violence inouïe par rapport aux autres. Et si vous voulez, après, il faut bien voir que tous ces moments d'humiliation qui se forgent, désespérément, sont le ferment des guerres à venir. C'est tout là. C'est-à-dire que la manière dont on va soi-même s'auto-grandir dans la vertu vont précipiter quand même des ferments de haine qu'il faudra bien payer un jour. Donc voilà, c'est un cycle, hein, c'est un cycle affreux, et c'est un vrai problème ce que vous disiez, parce que il y a une position radicale qui a été celle de Gandhi, mais elle est presque insupportable. C'est-à-dire le refus systématique de toute non-violence. Mais quand, par exemple, pour reprendre l'exemple que vous preniez de l'extermination des Juifs d'Europe, quand il avait les lettres et qu'il répondait « non, ne faites rien, acceptez », en même temps, on sent bien que c'est insupportable, Donc c'est vrai que voilà, non, vivre en temps de guerre, c'est pas facile. Alors j'allais dire, à la fois c'est très indécent d'en parler nous parce que effectivement on est très protégé, mais l'indécence suprême serait de dire on va pas en parler. Donc voilà, il faut accepter cette honte minimale, puisque vous faisiez référence à ça, qui est oui, c'est un peu honteux quand même, mais cela dit, ce serait
encore plus honteux de pas essayer de débrouiller les choses ensemble. Alors, il est temps de poser les questions que vous avez peut-être, ou les remarques que vous souhaitez. Oui, je crois qu'il y a une question là-haut. Merci. Bonsoir. En vous écoutant parler des 3 passions, plus une, qui pouvaient être à l'origine des guerres, à la fin de votre réflexion, je me suis dit, mais et le délire, la folie là-dedans, où est-ce que ça se situe? Et du coup, j'ai pensé, en ce moment, on parle de la guerre de Poutine, on a parlé de la guerre d'Hitler, des guerres de Napoléon, de Louis XIV. Donc, on personnifie des guerres. Est-ce qu'on pourrait se dire que sans ces individus, ces guerres n'existeraient pas? En ce moment, tout le monde se demande qu'est-ce qui se passe dans la tête de Vladimir Poutine. Hitler, il y a eu plusieurs tentatives de meurtre qui ont échoué. Est-ce que la guerre se serait arrêtée s'il avait été tué? Donc, est-ce que des personnalités que j'appellerais toxiques pourraient être à l'origine des guerres, ou est-ce qu'au contraire, ils représentent les passions d'un peuple? Parce que Poutine et Hitler ont été élus au début avant de devenir des dictateurs. Bon, voilà, ma question est un peu confuse, mais bon, voilà, en quoi est-ce qu'un individu peut à lui tout seul décider d'une guerre? Est-ce que cette guerre-là d'Ukraine existerait sans Poutine? Les deux, j'aurais... bon, la première réponse, ce serait de dire je ne sais pas, mais je vais essayer d'aller au-delà. Ça me fait penser aussi à une phrase de Vauvenard que j'aimais bien, qui disait « Le vice fomente les guerres, la vertu y combat ». C'est-à-dire qu'il faisait une distinction qui a été faite aussi par Valéry en disant « Les décideurs de guerre sont ceux qui ne se retrouveront jamais ». Voilà, les guerres, c'est l'histoire de gens qui se tuent sans se connaître, voilà, et qui ont été décidés par des gens qui se connaissent mais qui ne se tuent pas. Bon. Et c'est vrai qu'on est obligé, dans le cas des guerres, quand même de distinguer entre des décideurs de guerre et puis des soldats qui vont combattre les guerres. Je dirais, pour répondre à votre question, que comment dire, que Vladimir Poutine tout seul et vraiment tout seul n'y arriverait pas. C'est-à-dire ce qui fait la puissance de ce que vous appelez les personnalités toxiques, c'est la manière aussi dont ils vont pouvoir faire fond ou nourrir un certain nombre de passions tristes de leur peuple. C'est-à-dire au fond, ça marche si on arrive aussi quand même à pouvoir coaliser un certain nombre de désirs de revanche, d'humiliation, de potentialités de haine qui sont là. Bon, même si pour le cas qui nous occupe, c'est-à-dire le cas russe, ça semble quand même un peu compliqué, puisque ceux qui sont partis faire la guerre n'étaient pas des gens mobilisés, hein, c'était, si vous voulez, des gens qui étaient sous contrat. Et c'est vrai que ça ressemble un peu à ce que vous esquissiez, c'est-à-dire l'idée quand même de folie d'un homme. En même temps, je sais pas, en même temps, il est jamais tout seul, hein. Enfin, c'est compliqué votre question. Moi, j'ai pas de réponse. Je pense aussi à la parole de Tacite qui rejoint le problème de la banalité du mal, qui était un seul décide, un petit nombre exécute et tous laissent faire. Voilà. Alors, est-ce que c'est pas ça la politique, c'est-à-dire au fond, est-ce que ce qui veut dire que la vraie responsabilité, c'est enfin, j'en sais rien. Voilà, mais je sais, je réponds par une pirouette, voilà. Peut-être, ouais. Je sais pas si. Oui, je sais pas si vous souhaitez plus intelligent. Ah non, mais c'était très complet, je trouve. Hein, simplement, moi, la métaphore qui me vient, parce que on ne pense que par image, disait Camus. Je rajoute à chaque fois Camus, c'est incroyable. C'est l'image du chef d'orchestre. Hein. Si je me mets au pupitre et que je commence à m'agiter, il va rien se passer. Par contre, s'il y a des musiciens sous mes ordres,
là, il peut se passer quelque chose. Je pense que oui, hein, c'est vraiment cette idée que on parle de personnalité toxique. Ce qui les rend toxiques, c'est leur capacité à contaminer, leur capacité s'il y a une maladie, et c'est d'ailleurs pas forcément la folie, parce que ça peut être des gens parfaitement intelligents, rationnels, etc. Hein. Il y a rien de plus rationnel que les camps de la mort, hein, concrètement. Attention, rationnel, ça veut pas dire bien ou noble ou justifiable. Hein. Ah non, bien sûr. Non, mais c'est pour vous dire, c'est difficile de déterminer en fait s'il n'y a pas une part un peu des deux dedans. En revanche, ce qui me semble assez clair, c'est que voilà, ce qui fait que ces personnalités-là sont toxiques, c'est leur capacité à embarquer. C'est la métaphore de la peste, hein, qui marche le mieux, à embarquer un maximum de gens en les convainquant de leurs propres opinions. Y a-t-il d'autres questions ou remarques? Oui. Oui, bonsoir. En fait, moi, je redescends des choses plus terre à terre, mais ce que vous avez dit tout à l'heure sur cette ambiance de guerre, pour ceux qui l'ont vécu, je peux vous assurer que, en fait, il y a une forme de griserie quand on est dans un pays en guerre et qu'on le vit au quotidien. Et je sais pas comment vous dire ça, mais en fait, la vie, elle a un autre goût, et on le ressent d'autant plus quand on revient. Et quand on revient ici en Europe, où les choses où nous sommes, comme vous l'avez dit tout à l'heure, mais surprotégés. Et je pense que justement, c'est vrai, le retour est vraiment très difficile. Alors qu'on pourrait dire, on s'en est bien tiré. Je suis revenu entier, mais et en fait, on a tendance à y retourner. Et ça peut paraître étrange, mais c'est vrai. Et donc ça, je pense que c'est dans l'âme humaine. Il y a quelque chose qui est difficile. Mais en tous les cas, alors peut-être qu'ensuite c'est l'expérience de chacun. Je sais que ce retour ici a été, et même plus que ça rendait des réflexions au quotidien vraiment amères vis-à-vis de mes compatriotes et de mes concitoyens, parce que je trouvais justement ce sentiment de surprotection est très... Et un dernier mot, je ne sais pas très bien l'exprimer, mais par exemple dans des tout à l'heure, lorsque vous parliez de nos... je ne sais pas comment dire ça, mais de la communauté humaine qui est très réelle et qui se passe d'individu à individu, que ce soit un Syrien. Mais quand vous avez vécu dans des pays où vraiment un système de pensée et de philosophie, je vous assure, à des années-lumière des gens qui ne pensent absolument pas comme ça, je crois qu'on a ici une tendance à... On pourrait croire c'est nous qui détenons vraiment cette vérité-là, du bien et du mal, de ce qui est correct, de ce qui ne l'est pas. Pour avoir vécu assez longtemps sur des pays, mais vraiment où le quotidien est totalement différent, je crois qu'on est enfermé dans une pensée vraiment... je me dis qu'on est très surpris de ce qui se passe en ce moment, évidemment, de cette catastrophe, de cette guerre qui est aux portes de l'Europe. Mais si les choses devaient s'étendre, à modeste expérience, je pense nous sommes vraiment les plus mal préparés à subir ça, ce qui est vraiment l'horreur absolue, on est bien d'accord. Voilà, mais enfin, j'insiste sur ce fait que si vous l'avez rencontré, peut-être pas pour tous, hein, je sais pas, mais en tous les cas, je l'ai souvent constaté auprès de différents copains et amis aussi, puisqu'il y avait des femmes qui étaient là-bas. Et en fait, on avait tendance à se dire quand même... la vie avait un autre goût. Et voilà. Et vraiment, alors c'est peut-être bête hein, comme sentiment, mais en tous les cas, je crois que ça existe parce que je n'étais pas le seul et nous sommes tout le temps beaucoup à rester en contact et à en reparler souvent. Voilà, c'est ce que... Je ne sais pas, Frédéric, si vous voulez... Ah oui, je trouve que c'est... Voilà, que c'est une question à la fois très... Enfin, pardon, un commentaire, parce qu'en fait, c'est pas un commentaire à la fois très juste et très embarrassant. Mais peut-être très embarrassant parce que très juste. Parce qu'il faut arrêter de penser que la vérité, c'est ce qui nous met tous d'accord. La vérité... Peut-être son signe, c'est la manière dont elle nous met en difficulté avec nous-mêmes, quoi. C'est ça qui fait qu'il y a... Enfin, c'est peut-être son signe de reconnaissance. De manière moins, j'allais dire, spéculative,
je prends votre remarque, mais peut-être à un niveau un petit peu au-dessus, mais il me semble que ça revient. Quand je dis un niveau au-dessus, c'est avec des références qui sont plus au niveau d'expérience collective que d'expérience plus individuelle. J'ai toujours été frappé par ces passages de Hegel, où Hegel dit quand même, on ne peut pas s'empêcher de penser que ce qu'il peut y avoir de bon, je mets tous les guillemets que vous voulez, avec les guerres, c'est que ça permet de hiérarchiser et de faire ressentir à un moment ce qui pour nous compte vraiment. C'est-à-dire comme si l'expérience de la guerre en tant qu'une expérience où l'horizon, la perspective et l'éclair de la mort sont là, donne quelque chose comme une intensité à la vie qu'on ne peut pas s'empêcher de dire à un moment supérieur. En même temps, vous comprenez que quand je dis que c'est très embarrassant, c'est que si ça se finit par la phrase « bon, une bonne guerre, après tout, ça permet de ressentir », parce que le problème, c'est que Hegel va jusque-là. Hegel dit, mais au fond, à un moment, il faut quand même une guerre parce que les peuples s'encroutent, les peuples s'embourgeoisent, les peuples se replient sur leur individualité, sur leur vie privée, et au fond, ce qui est du côté de ce qui compte vraiment pour nous comme collectif et les valeurs, eh ben ça disparaît. Mais vous comprenez qu'en même temps, c'est terrible de dire ça. Et donc, on est vraiment... Après, il faut avoir le courage, et je vous remercie de l'avoir, d'avoir le courage de poser cette espèce de difficulté. Mais qui... Alors, on peut prendre l'exemple des guerres, mais peut-être qu'au-delà même, c'est même le problème des rapports avec la mort. Quand on prend les grands exercices stoïciens et que Marc Aurèle dit « quand tu te réveilles le matin, si tu veux vivre une bonne journée, pense absolument, ce soir, je vais mourir. Ce soir, tu ne seras plus là. » Et si tu fais cette expérience, alors je me souviens, j'avais parlé à des cadres de Total de ça, et il faut bien se faire un peu, parfois, voilà. Chacun a ses petites faiblesses financières. Un qui me regarde, qui devient tout blanc, et qui dit mais moi, je revends toutes mes actions, comme ça. Et à un moment, il s'aperçoit, au moment où il le dit, de la folie de ce qu'il dit. C'est-à-dire, si on est obligé, si on se pose cette perspective, de se dire qui j'ai vraiment envie de voir aujourd'hui, qu'est-ce que vraiment j'ai envie de faire, vous voyez, et je crois que dans votre question, au-delà, il y a ça aussi. C'est-à-dire la manière dont l'expérience du mourir dont nos sociétés, qui sont des sociétés capitalistes de consommation, ne peuvent que la nier. Parce qu'effectivement, on se pose la question de l'essentiel et on s'aperçoit qu'on est débordé par toutes ces futilités qui génèrent le marché et qui font qu'on vit dans des sociétés, quand même si on nous dit que l'abondance c'est fini, voilà. Je veux dire, cette expérience, l'espèce de verticalité de la mort, fait qu'on va hiérarchiser et fait qu'on va intensifier les choses. Donc voilà comment je répondrai en ayant conscience que c'est pas non plus tout à fait satisfaisant. Une autre réaction devant. Oui, je trouve les paroles du monsieur qu'on vient d'entendre très fortes et en effet elles ont leur place et il faut l'entendre et ça peut tous nous traverser. Et par rapport à votre réponse qui est oui, en soulignant les propos d'Hegel, oui, c'est une guerre. La guerre nous permet de nous rappeler l'intensité de la vie et les priorités. Mais je me dis, avec tout ce qu'on sait des guerres et de soi, et toute l'information dont nos sociétés nous permettent, on a accès, et toutes ces interrogations sur l'humanité, la dignité, je me dis, et je vais reprendre Camus, qu'un homme, ça s'empêche. Donc peut-être qu'on peut aussi avoir d'autres voies
pour prioriser, avoir ces intensités. Je le dis en ayant aussi vécu dans un pays en guerre pendant de longues années, sans avoir à la faire moi-même, ou du moins pas en prenant les armes. Donc j'ai senti cette excitation d'être sur un terrain qui moi-même me stimule, mais je pense qu'à un moment, cette humanité-là, faut aller la chercher ailleurs, et son rapport à la vie. Ça, c'est un regard personnel. Alors, Marilyn Maisot, c'est peut-être pour la Canusienne que vous êtes. Je vous remercie parce qu'on parle d'un sujet très dur, très triste, et vous avez réussi à m'amener à me moquer de moi-même. Et ça, c'est quand même fort. Pour répondre à votre question, on pourrait tenter d'y répondre parce qu'elle n'est pas facile. Je pense qu'il y a quand même une dimension opportuniste, parce que je ne pense pas effectivement que quelqu'un qui serait en pleine crise stoïcienne se dise si j'allais faire une bonne guerre pour prendre conscience en action de ma mortalité. Il y a des façons plus simples de le faire. Je sais pas, vous faites du bungee jumping, vous sautez d'un pont. Enfin, il y a plein de manières comme ça de se confronter à la mortalité, à votre propre mortalité. Ce qui est différent avec la guerre, c'est que oui, vous risquez votre vie, mais vous allez aussi ôter la vie des autres, ce qui rajoute quand même une dimension très différente à l'équation. Je pense qu'il y a, quand je parle de dimension opportuniste de la guerre par rapport à ce phénomène de rush d'adrénaline qu'on peut ressentir et qu'on aime ressentir parce que ça vivifie une existence qui peut-être jusqu'à présent était morne, je pense au fait que c'est plutôt ces affects-là, ce sentiment que la vie est banale, qu'on n'a pas vraiment de raison de se lever le matin, que tous les jours se ressemblent et qu'à quoi bon, c'est un terreau extrêmement fertile pour les faiseurs de guerre. Je pense que c'est plutôt dans ce sens-là que ça passe. C'est pas on fait la guerre parce que, c'est pour des facteurs divers et différents de ça, une guerre se lance. Et quand il s'agit de recruter les soldats, les personnes qui vont peut-être être plus spontanément envie de s'engager, ça peut être notamment, il y a plusieurs profils et plusieurs raisons, mais ça peut être notamment celles qui vont se dire je vais trouver dans la guerre une réponse à ce manque, à ce vide que je ressens dans mon existence. C'est un objectif, défendre mon pays, défendre des valeurs, défendre une religion pour pas forcément une guerre, mais pour le terrorisme islamiste. Quand vous voyez des jeunes, par exemple, qui sont nés, qui ont grandi en Occident et dont les parents ont fait remarquer qu'ils sont radicalisés en ligne et que depuis quelques temps, elle nous parlait plus, on sentait qu'il y a quelque chose qui allait pas, on sentait qu'il manquait quelque chose dans son existence, on n'arrivait plus à communiquer avec elle nous faisait comprendre qu'on la comprenait pas. Ça, c'est, si vous voulez, c'est une proie idéale pour un système et une logique de guerre qui va chercher le soldat parfait, celui qui va pouvoir plaquer tout près sur l'objectif militaire une quête de sens, qu'au final, souvent, il ne trouvera pas forcément. Alors après, ça dépend des configurations, mais entre l'image qu'on se fait de la guerre et l'arrêté de la guerre, on sait tous qu'il y a une grosse différence. En écoutant votre question, j'ai pensé à plusieurs textes, notamment à l'extrait de la Chartreuse de Parme, où on a Fabrice, qui est un grand lecteur des romans de guerre, admirateur de Napoléon, comme Julien Sorel dans Le Rouge et le Noir, qui a qu'une envie, c'est d'être sur le champ de bataille, parce que voilà, la guerre, ça donne du sens à la vie, c'est l'héroïsme, c'est la camaraderie, tout ce qui lui manque dans l'existence mondaine qu'il mène jusqu'à présent. Puis il se retrouve à Waterloo, et là, c'est la boue, les tripes des chevaux qui marchent dans leurs propres intestins, c'est les camarades qui sont pas des camarades qui fuient à la première occasion et qui vous abandonnent sur le champ de bataille. C'est en gros l'antithèse d'Homère. Je m'imaginais retrouver l'Iliade sur le champ de bataille et je me retrouve dans Voyage au bout de la nuit. Et je pense que c'est ça quand même qu'il faut relever. Oui, bien sûr, il peut y avoir des situations dans un pays en guerre où on est confronté à ça, on a conscience que la vie peut s'arrêter et que il y a une sorte de rush d'adrénaline qui fait que oui, les choses peuvent devenir plus intenses d'un seul coup et être vécues plus intensément. Mais en même temps, je pense qu'il demeure une réalité indépassable quand on est sur le champ de bataille et qu'on est sur le point de tuer ou d'être tué. Il y a une prise de conscience, si vous voulez, de la dislocation de cette image fantasmée qu'on s'était fait de la guerre comme réponse à une quête de sens. Parce que ce qui reste au fond, la guerre, c'est la pure destruction. À un moment donné, vous êtes face à l'ennemi, c'est tuer ou être tué. Il n'y a pas, si vous voulez, à ce moment-là, de grands moments philosophiques où vous pouvez faire un discours en vers ou un discours en grec ancien. Généralement, vous n'avez pas le temps de le faire, quoi. Je trouve que ça, c'est extrêmement important. Moi, je sais que je terminerai là-dessus. Je fais beaucoup travailler mes élèves là-dessus. C'est faire lire Homère et Céline.
en parallèle. C'est réussir justement à montrer ce moment où la fiction précède la réalité, la fiction précède l'expérience, et puis le moment où la fiction se met à l'épreuve de la réalité et comment ça évolue. Parfois, ça peut donc s'effondrer comme je l'ai décrit. Parfois, ça peut procéder, quand on est complètement dans le déni, par une réécriture. On va toujours réussir à adapter l'idéal qu'on s'était fait pour pas s'en séparer et s'imaginer que on est effectivement un héros qui va prêcher la bonne parole et tuer les mécréants et ça va jusqu'au suicide, au suicide par bombe. Donc, voilà. Alors, on va finir sur ces conseils de lecture. Il me reste à vous remercier, Frédéric Gros, Marilyn Maissot, et pour votre attention. Merci à vous. Et à vous signaler qu'il y aura dans cette même salle, sur cette même scène, un concert à 20h30 de Chant du Sistan. Donc, vous êtes invités à y assister. Merci beaucoup. À 20h, pardon.